Et rebonjour ou bonjour. Si vous l'avez pas déjà vu, il y a les types de mains du répondant qui sont sortis. Je vous conseille d'aller y faire un tour, de l'ouvreur, pardon. Je vous conseille d'aller y faire un tour. Pour cette vidéo-là, on va être sur les types de mains du répondant. Et il y a certaines notions qui sont plutôt traitées dans la première vidéo. Donc, je vous conseillerais de la regarder avant celle-ci, si c'est pas déjà fait ou si c'est pas déjà des notions que vous connaissez. Maintenant, si c'est déjà le cas, on va pouvoir rapidement rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, le petit pouce vert en dessous si vous avez aimé et la petite cloche pour être à l'affût des prochaines vidéos. On se donne rendez-vous sur Twitch également, le premier et le troisième mardi de chaque mois. Alors, pour cette vidéo-là, nous allons donc, comme je le disais, être sur les types de mains du répondant et essentiellement ses zones, puisque en fait, elles vont être surtout définies par avec ou sans le fit, en réalité. Donc, comme je le disais, voilà, pour déterminer les types de mains du répondant, on possède surtout deux critères avant tous les autres, c'est vraiment le fit et la zone. La répartition y viendra également, mais un peu moins. Comme nous l'avons vu voilà, sur les types de main de l'ouvreur, le début de séquence influence sur notre type de main. Ici, c'est largement valable. L'ouverture va faire dépendre votre zone. On ne peut pas déterminer le type de main du répondant sans définir l'ouverture. Ici, je veux faire un cas général, donc je vais partir simplement du principe que mon partenaire ouvre de 1 à la couleur, en mineur comme en majeur, mais en tout cas pas l'ouverture d'un sans atout, ni des ouvertures au palier de 2, de 3 ou de 4. Les zones seraient complètement différentes. Si on change les zones de l'ouvreur, les zones du répondant changeront. Il y a certaines balances à faire. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Les 5 zones fitées allant de non-forcing, donc un fit minimum, à imposer le chelem. Ce sont des noms que je leur donne moi pour me souvenir de ce que j'ai à faire dans la séquence. Voilà, j'ouvre mes cartes, je compte ma main, je regarde si j'ai le fit avec mon partenaire, je suis fité. En conséquence, je vais additionner mes points d'honneur, de longueur et de distribution. Et à partir de là, je vais pouvoir me zoner. Est-ce que je suis dans la première et dans ce cas-là, j'ai un fit faible, non forcing, un fit minimum? Est-ce que j'ai un fit proposition de manche? Est-ce que j'ai imposé la manche? Et donc à partir de là, je vais avoir une idée de ce que je vais devoir faire. Si, bah, comme je le dis, si je vais devoir imposer la manche, proposer le chelem, imposer le chelem, etc., etc. Donc si je dois imposer le chelem, ce n'est pas parce que mon partenaire dit 4 piques par exemple dans notre fit que je dois passer. Bah non, 4 piques n'est pas une enchère de clôture, il ne connaît pas mon nombre de points, il ne connaît pas ma main. Peut-être que j'ai une main tellement distribuée, tellement forte, que moi je sais déjà que je veux jouer 6. Il ne pourra pas m'en empêcher. Nous avons 12 levées, ça c'est certain. Il faut juste voir s'il y a la 13e. Donc selon ma main, mon partenaire de toute façon ne pourra pas m'empêcher de faire des enchères. À moi par contre de me débrouiller pour l'empêcher de passer. Quand je dois imposer le chelem, je dois l'empêcher de passer, je dois le forcer à faire des enchères. Donc je me débrouille. Voilà. Ces zones sont légèrement nuançables par la longueur de votre fit, mais il sera souvent mieux de montrer clairement votre zone, et si l'occasion vous est donnée, alors là, votre longueur, vous pourrez la mettre en avant en mettant une couche supplémentaire. Si vous avez 4 ou 5 atouts, regardez vraiment votre zone, hein, elle est inclue dans vos points HLD, vous l'avez compté dans les L et dans les D, donc ne vous tracassez pas, c'est inclus. Vous avez un système, il est prévu pour ça. Si par contre, bah voilà, vous avez dû dire un cœur, deux cœurs avec 4 cartes, maintenant, si l'adversaire vous titille, on pourra peut-être se battre un petit peu plus avec un quatrième atout. Pareil, si vous avez un peu plus de force, si vous êtes vraiment maximum, si votre partenaire vous pose la question, vous aurez l'occasion de nuancer la chose en acceptant la manche. Mais on verra ça en temps voulu. N'oubliez pas que quand vous avez plafonné votre main, plafonner ça veut simplement dire donner un maximum,
Donc si votre partenaire sait que votre maximum c'est 10 points HLD, ben, quand il sait que de votre part, vous lui avez dit, vous êtes en train de rajouter des couches, bah, vous pouvez pas trouver un as de plus en fait. Vous pouvez pas avoir 14 points quand vous avez promis que 10. Il n'y a pas possible, hein, vous n'avez pas retrouvé 2 as entre temps. Non, non, ça n'existe pas. C'est que vous avez forcément de la distribution supplémentaire, des informations supplémentaires, une jolie longue que vous n'avez pas pu annoncer. Vous avez dit un cœur de cœur avec 6 trèfles roi dame par exemple. Donc ça apporte de la valeur à votre jeu, valeur qui était déjà un petit peu sous-entendue dans les points HLD, mais qui quand même va créer une certaine dynamique dans la donne qui n'est pas prévue par les enchères à la base. Pareil si vous avez un 4e ou un 5e atout même, donc un 9e, un 10e atout. On possédera toujours le même maximum en continuant de faire des enchères, mais on va donner des informations supplémentaires. Si on n'en a pas, on se tait, tout simplement. Voilà. Sans le fit, maintenant. Sans le fit, même principe ici. Votre répartition va rentrer en ligne de compte et beaucoup plus de règles de priorité aussi. Selon si vous êtes dans une main faible ou non, vous ne pourrez pas produire les mêmes enchères en fonction des règles de priorité de notre système. À partir des mains de la zone de proposition de manche et surtout à partir de la zone imposée la manche, la plupart des règles de priorité vont être beaucoup plus souples et on aura plutôt des règles de longueur. On commencera par notre couleur la plus longue. Littéralement, quand on est à l'ouverture, on aura des principes similaires à l'ouverture, c'est-à-dire annoncer notre couleur la plus longue quand on n'a pas de fit. Mais c'est toujours pareil, renuancer par la suite, si besoin. Si la deuxième enchère de votre partenaire nomme le fit de votre couleur, ou alors vous possédez vous-même le fit de la deuxième enchère de votre partenaire, peut-être que soit vous allez changer de zone, soit il y aura peut-être des choses à nuancer maintenant. Donc, toujours réanalyser, c'est une première approche. Le type de main du répondant et de l'ouvreur sont des premières approches. À chaque tour de la séquence, à chaque nouvelle information, on réanalyse notre main, on regarde si ces informations ont une influence sur notre main. Le fait que l'adversaire intervienne dans une couleur et qu'on a une courte dans celle-ci. Le fait que notre partenaire nomme une nouvelle couleur et qu'on a une longue dans celle-ci. Etc. etc. En résumé, avec le fit, on tient compte de la couleur d'ouverture, forcément, puisque pour avoir le fit, il faut en avoir tenu compte. Et on a de 1 à 5 zones. Et notre répartition extérieure, à part d'être tenu compte dans le compte des points d'honneur, on n'en tient pas vraiment compte à l'enchère, puisque on a beaucoup de règles liées au fit qui vont devoir s'appliquer. Conséquence de ça, on ne va pas vraiment tenir compte de notre répartition extérieure dans la majorité des cas, notamment dans les feats majeurs. Dans le cadre des sans fit, on tient beaucoup plus, on tient toujours compte de la couleur d'ouverture effectivement, mais on tient beaucoup plus compte de notre répartition et de règles de priorité. Dans les deux cas, comme je le disais précédemment, il faudra réanalyser à nouveau après les réponses de votre partenaire, après intervention des adversaires, etc., etc. Mais dans un premier temps, vous avez quand même une idée de si vous allez devoir aller à la manche ou non. Ça sous-entend aussi que si votre partenaire passe, l'adversaire intervient après votre enchère, le partenaire passe. Si dans votre tête vous deviez imposer la manche, vous devez toujours l'imposer. En conséquence, l'adversaire ne peut pas jouer gratuitement. C'est aussi un des avantages de s'être mis ça dans la tête, c'est que d'entrée, on a regardé notre main, on s'est dit on est dans une main sans fit, on a donc par exemple une main régulière qui impose la manche parce qu'on est en troisième zone. Même si c'est une main du répondant, on peut quand même la classer dans les mains régulières, semi-régulières ou irrégulières.
puisque dans les mains sans fit, on tient compte de la répartition. Ça nous donnera une idée pour les enchères. Donc par exemple, on a une main de troisième zone régulière sans fit. Et après nos deux premières enchères à mon partenaire et moi-même, l'adversaire intervient. Si mon partenaire passe, je dois quand même faire quelque chose. C'est pas parce que je ne sais pas quoi faire que je dois passer. Au contraire, je sais pertinemment, à partir de l'ouverture de ma main et de l'ouverture de mon partenaire, que je dois nommer la manche. Donc mon camp jouera le contrat ou l'adversaire joue contré. Il faut que ça rapporte. Allez, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, ça aide beaucoup, ainsi qu'à suivre la chaîne. Et je vous donne également rendez-vous les mardis, le premier et le troisième mardi de chaque mois à 20 h sur ma chaîne Twitch. C'est pareil que cette chaîne YouTube, White Wolf HSBG. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, des bisous tout le monde.